Bonjour, je suis Henri Verdier, ambassadeur de France pour les affaires numériques. Je suis très heureux de participer à vos travaux aujourd'hui, quoique étant à San Francisco, grâce au miracle de la technologie. Alors, première question, c'était les grands axes de la stratégie internationale de la France pour le numérique. La France considère que la révolution numérique, Internet et tout ce qui a suivi est une ressource considérable pour l'humanité et considère aussi qu'il faut la protéger et pouvoir continuer à l'utiliser avec tout ce qu'elle nous a apporté. Cette révolution Internet, c'était fait par des gens qui voulaient partager l'accès à l'information, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, augmenter le potentiel de coopération, de création, d'innovation. Et ça nous a quand même changé le monde d'une manière incroyable en quelques dizaines d'années. Et nous considérons qu'aujourd'hui, il est important que des grands États, que tous les États s'engagent au service de la neutralité d'Internet, la liberté d'expression, le libre accès à la culture, le droit de la presse, et qu'il faut aller chercher tous ces gains que nous a permis la révolution numérique. Mais nous constatons en même temps que nous avons maintenant des dangers qui deviennent réels et qu'il faut combattre. Il y a toutes ces manipulations des contenus qui peuvent aller des contenus terroristes ou des contenus pédopornographiques qu'il faut retirer de la toile et que nous n'accepterons pas, qui peuvent aller jusqu'aux fake news et aux ingérences dans les élections, qui sont des questions très préoccupantes qu'il faut combattre aussi, mais combattre en trouvant des outils démocratiques et en mobilisant la population, la recherche, les journaux, pour empêcher ces dérives, et puis les discours de haine, le cyberharcèlement pour lequel il va falloir trouver des armes. Ensuite, la France considère qu'aujourd'hui, dans le numérique, quelques monopoles géants deviennent encombrants et qu'il faut travailler avec eux, mais pour vérifier qu'ils ne prennent pas des positions monopolistiques trop grosses et qui n'empêchent pas l'innovation ou la démocratie après eux. Nous considérons que nous avons une part à prendre dans la gouvernance globale d'Internet, et qu'aujourd'hui, ce modèle très auto-organisé a eu des grands succès, donc il faut analyser pourquoi il a eu de grands succès, mais que l'ultralibéralisme, pas plus que le contrôle social, ne sont des solutions acceptables. Les peuples ont des droits, les gouvernements ont des responsabilités, et dans le dialogue avec la société civile, avec la recherche, avec l'entreprise de technologie, il va falloir apprendre à porter ces droits et ces responsabilités des peuples et des gouvernements. Donc c'est une diplomatie qui cherche au fond à restaurer les promesses du numérique en n'étant pas naïf sur le fait qu'aujourd'hui il y a des dangers considérables. Le quatrième danger, c'est peut-être une sorte d'hubris naturelle des innovateurs et de la technologie, et sur certaines technologies de rupture, comme l'intelligence artificielle, nous considérons qu'il est temps de dire hop, 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 on se calme, on réfléchit tous ensemble, on crée des enceintes de réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle, sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, sur le contrôle de l'intelligence artificielle. Et nous proposons au monde une sorte de forum de haut niveau, un peu comme le GIEC l'a fait, l'IPCC l'a fait pour le climat. Et nous essayons de pousser nos collègues à fonder un groupe d'experts internationaux pour penser l'avenir de l'intelligence artificielle. Dans mon expérience d'ambassadeur pour le numérique, je croise souvent l'Amérique latine sans voir pour l'instant d'axe de coopération bilatérale très fort. On se rencontre d'abord beaucoup dans les enceintes internationales de la gouvernance d'Internet, donc dans les lieux où l'on parle à l'ICANN, où on parle de la gouvernance du net, au G7, où cette année le Chili sera un pays invité par la France, à l'UNESCO, où on pense l'avenir de l'intelligence artificielle, à l'Open Government Partnership, qui avait été cofondé par le Brésil et le Mexique, et où on débat de la démocratie du futur, etc. On rencontre beaucoup d'Amérique latine et on se trouve souvent très à l'aise, puisque finalement, ce modèle dont je parlais, où on ne veut ni une sorte d'ultralibéralisme qui espérerait naïvement qu'il y aura une autorégulation suffisante des géants de la technologie, ni un détournement du numérique pour faire du contrôle social, de la surveillance de masse. Enfin, dans cette recherche d'une troisième voie, la France se trouve souvent très à l'aise avec l'Amérique latine, et très souvent on s'allie facilement sur les décisions qu'on prend dans ces enceintes multilatérales. J'ai vu beaucoup de jolies, belles, petites coopérations bilatérales
Moi-même, il y a 15 ans, je faisais des logiciels éducatifs et je défendais une méthode qui s'appelait la main à la pâte, qui était portée par Georges Charpak, qui était un prix Nobel de physique français, mais qui travaillait beaucoup avec le recteur de l'université de Los Andes en Colombie. Aujourd'hui, il y a une équipe en Colombie qui travaille beaucoup sur l'open data et l'open government. On a fait des choses à l'OGP avec le Mexique. On avait beaucoup suivi et on s'était inspiré du Marco Civil d'Internet brésilien. On constate qu'il y a une place de start-up chilienne qui devient très intéressante dans l'hémisphère sud et avec laquelle on commence à coopérer. Donc, il y a beaucoup de coopérations bilatérales, mais souvent elles sont sur un seul thème. Ce n'est pas une vision globale de la gouvernance d'Internet. Et probablement on pourrait faire plus, puisque comme je viens de le dire, on a cette facilité politique de partager une vision d'un futur souhaitable. Et probablement ce plus, il part dans l'éducation. Nous avons beaucoup à partager. Comme je l'ai dit, alors d'abord avec certains pays d'Amérique latine, il y a une histoire politique commune de longue date. Nos peuples se connaissent bien. Et je crois qu'on peut se comprendre vite. Et puis, il y a, me semble-t-il, cette recherche d'une troisième voie, ni contrôle social, ni ultralibéralisme, dans laquelle on se retrouve assez facilement. Et pour les pays qui souhaitent faire des choses avec la France est quand même un très bel écosystème numérique. Elle a de vieilles entreprises de technologie dans les télécoms, etc. Elle a des startups, elle a de grands groupes internationaux, des banques, des assurances, Veolia, qui sont donc de très bons clients pour beaucoup d'innovations technologiques, parce qu'ensuite, ils peuvent les utiliser dans le monde entier. Elle a de la recherche de haut niveau, elle a de grandes universités, et surtout, elle a cette espèce de tradition politique qui fait que la question de la bonne gouvernance, la question de la régulation intelligente, la question de comment le peuple peut contribuer à définir un destin, est une question assez facile en France et une question qui fait qu'on ne se contente pas de faire du numérique, on ne se contente pas d'exporter des technologies, on ne se contente pas d'avoir des startups, mais assez facilement on se demande aussi quel monde est-on en train de construire, est-ce que c'était le monde souhaitable, est-ce que nos enfants y seront bien, est-ce qu'on partira à la retraite fier de ce qu'on aura fait pendant ces années-là, et je crois que c'est pour beaucoup de pays d'Amérique latine un partenaire qui peut être important. Un exemple. De nombreux pays dans le monde aujourd'hui s'intéressent au règlement général pour la protection des données, le GDPR, le RGPD, que vient d'adopter l'Europe, et qui quand même construit un monde où les données personnelles seront utilisées en transparence sur les fins, et avec le consentement express de l'usager. C'est un cadre de protection de la vie privée qui est très intéressant. Et aujourd'hui, on constate que de nombreux pays sur la planète sont en train de s'harmoniser pour être compatibles avec le RGPD. Et ce RGPD, il déroule après une longue histoire, une longue jurisprudence de la loi informatique et liberté de la France en 1978. Et dès 1978, en France, il y avait cette réflexion sur le fait que les données personnelles devaient être utilisées au bénéfice de l'usager, avec son consentement, et qu'il fallait empêcher et cadrer la décision automatique. Qu'il ne fallait pas qu'on prenne, pour moi, des décisions sans m'en informer. Et par exemple, dès 1978, la loi disait qu'on ne pourra pas prendre une décision personnelle, de mettre quelqu'un en prison, de le laisser sortir de prison, etc., seulement sur le résultat d'un calcul informatique. Et cette espèce de préscience du monde dans lequel nous allons entrer, en 1970, c'était tôt quand même. Il fallait avoir lu beaucoup de littérature, beaucoup de sciences politiques, beaucoup de science-fiction. Il fallait sentir vers quoi allait la technologie pour, dès cette année-là, dire « Attention, l'informatique est peut-être en train de nous emmener dans un monde où il y aura trop de décisions qui seront prises sur nous et où notre liberté va diminuer. Et on peut encadrer ceci, sans freiner le flux d'innovation numérique. » Et c'est à ça que je vous invite. Je pense que la France restera longtemps un pays avec lequel on pourra avoir ce genre de réflexion, ce genre de prospective et ce genre de mise en œuvre concrète du monde que nous sommes en train de dessiner.